l'aspect ostentatoire, démonstratif, cette espèce d'opération suprême, après tout ce qui a précédé, on va y revenir, les plans sur les beepers, sur les préparatifs, sur les leurres qui ont été utilisés, mais là, c'était vraiment la grande affaire d'Israël, visiblement. Oui, peut-être d'ailleurs y a-t-il une sorte de chaîne logique entre tous ces actes. Peut-être est-ce que les dirigeants du Hezbollah autour de Nasrallah ont dû se retrouver physiquement parce que leurs moyens de communication avaient été détruits par Israël. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a, je trouve, un contraste saisissant entre la maîtrise de ces actions successives et leur efficacité, qui est quand même extraordinaire, et je dirais l'apparente difficulté à maîtriser le conflit à Gaza. Là, vraiment, face au Hezbollah, c'est comme si Israël avait réfléchi depuis si longtemps, avait tellement bien préparé l'opération. En fait, ce qui se passe là, c'est le contraire du 7 octobre, où les services secrets israéliens s'étaient complètement laissés surprendre par l'entrée du Hamas et les pogroms qui ont eu lieu en Israël le 7 octobre. Là, on a au contraire le sentiment d'une maîtrise absolue, et qui est d'autant plus étonnante qu'on imagine que dans ce genre d'action, le nombre d'inconnus, de choses qui ne se passent pas comme prévu, est énorme, et pourtant, apparemment, ils ont maîtrisé ça. Rappelons la photo qui l'illustre, c'est cette image de Netanyahou, il a évidemment lui-même donné l'autorisation qu'on la communique. Elle est floutée, je ne sais pas si on le voit là, une partie de l'équipement électronique qui se trouve sur le bureau. C'est une espèce de petite entrée de chambre d'hôtel. C'est dans sa chambre d'hôtel. On est juste à côté de l'ONU. Moi, j'y crois pas. C'est mis en scène d'après vous, oui, 100%. Oui. Enfin, j'étais pas dans la pièce, etc. Mais je pense qu'il y a une scénographie qui a été construite, notamment par Netanyahou, qui était à quelques jours de l'anniversaire du 7 octobre, qui est l'anniversaire de son impuissance, de son incapacité, de sa nullité à protéger l'État d'Israël, alors qu'il est réélu depuis 17 ans sur le thème de je suis Monsieur Sécurité. Mais cela dit, Pierre, pardon, qu'il ait voulu la photo à cette fin-là ostentatoire, peut-être, mais pourquoi ce serait mis en scène ? Non, pour montrer que c'est lui qui donne l'ordre. D'abord, si vous voulez, dans une démocratie, c'est pas le Premier ministre qui donne un ordre d'opération. Par ailleurs, il y a des sources qui disent des choses différentes. Il y a ceux qui effectivement considèrent que l'opération Nasrallah aurait été planifiée peut-être 2 jours auparavant, à condition que le renseignement ait été recueilli 2 jours auparavant, ce qui est c'est possible via comment dirais-je, Téhéran, puisqu'il y avait un général iranien. Donc il est possible que, compte tenu de la tué également, il est possible que le général iranien ait été un fil qui est amené à Nasrallah ou qui est permis via Téhéran de savoir que dans 2 jours il y allait avoir cette rencontre. Mais le plus souvent, pour connaître un peu les opérations de ce genre-là, ça se fait, comment dirais-je, en 2-3 heures. Ça veut dire quoi ? Et là, il n'y a pas le temps d'aller demander au Premier ministre un feu vert, ça se fait tout de suite. Enfin, quand même, Pierre, là on voit que ce n'est pas une opération. Si je peux me permettre, ça c'est pas la situation room de quand on fait tuer Ben Laden. C'est quand même relativement simple comme équipement. C'est pas non plus. Non, mais si vous voulez, il y a des tas de trucs qui circulent en disant oui, le Hezbollah s'est fait avoir parce qu'ils se sont fait enfumer, parce que Benjamin Netanyahou n'était pas là, donc ils ont relâché tout ça. Mais ça n'existe pas, si vous voulez, c'est du cinéma. Voilà. Et donc, encore une fois, je reviens. Moi, l'hypothèse que je privilégie, c'est plutôt ce qui s'est passé. J'étais très frappé par la mort du chef des forces spéciales Radouane, donc Ibrahim Akil, qui est blessé par son beeper, va à l'hôpital se faire soigner, il sort de l'hôpital et un gros paquet de dizaines de minutes plus tard, il est détruit. C'est-à-dire, vous voyez, ce qu'on appelle la boucle du renseignement, entre ceux qui l'ont recueilli, exploité et la frappe, c'est très court. Et je pense que pour Nasrallah, je pense plutôt à quelque chose de cette nature-là. Et avec le fait que le renseignement qui est remonté, c'était « Vous êtes sûr qu'il est dedans ?» C'est 40%, 50%, 40%. Bon. Et en fonction de ça, la frappe est organisée de façon à détruire tout le pâté d'immeubles et en se disant si Nasrallah est dedans, il sera mort. Prenons tous les regards. Vous nous avez rejoint, Stéphane Goldin, merci beaucoup. Vous êtes ancien officier de Tsahal, aujourd'hui analyste sécuritaire. Bonsoir, merci beaucoup d'être là avec nous en direct. Bonsoir. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Stéphane Goldin, merci beaucoup. Et Gallagher Fenwick, vous nous avez rejoint. Vous avez trouvé le chemin, finalement. Merci beaucoup. Spécialiste, évidemment, des questions internationales. Est-ce que vous partagez le même scepticisme que Pierre Servant, d'abord l'un et l'autre, sur cette photo de Netanyahou? Alors, c'est bien, à un moment donné, il a donné l'ordre, parce que c'est quand même le pouvoir suprême en Israël, mais sur le fait qu'elle aurait été mise en scène.
Oui, elle est bien évidemment mise en scène, mais ça ne me choque pas. C'est de la communication politique, c'est un personnage qui est central dans le dispositif sécuritaire israélien. Tout de suite après, d'ailleurs, l'un des grands quotidiens, je crois c'est Israël Hayom, a titré « Monsieur Sécurité est de retour ». Donc même si ça ressemble effectivement pas à la Situation Room, c'est fait pour, si vous voulez, j'allais dire convoyer le même type de message, celui du décisionnaire dont la main ne tremble pas quand il faut appuyer sur le bouton et donner l'ordre. Certaines sources disent même que c'est une volonté personnelle de M. Netanyahou. Par exemple, certains membres de son gouvernement n'étaient pas de cet avis, ce qui d'ailleurs arrive souvent en Israël. C'est une chose assez courante, mais vous entendez ça aussi, Sophia Amara ? Oui, tout à fait. Et ça se voit. Et ça fait penser d'ailleurs à la Situation Room lorsqu'il s'est agi de liquider, non pas Ben Laden, mais bien plus tard, Abou Bakr al-Baghdadi. Rappelez-vous de la Situation Room, lorsqu'il a fallu liquider Ben Laden, c'était vraiment une Situation Room. Sous Trump, la photo que nous avons analysée, fact-checkée, regardée, il y avait des câbles rouges qui sortaient d'un peu c'était un peu plus amateur. C'était enfin, très amateur, tout est relatif. En tout cas, les câbles, les câbles n'étaient liés à rien, à aucun ordinateur. C'était vraiment, c'était risible. Et là, évidemment, Benjamin Netanyahou maîtrise l'art de la communication. Et effectivement, c'est une photo qui prête à rire si elle n'avait pas les conséquences qu'elle risque d'avoir. Absolument, c'est une photo bien sûr qui veut montrer qu'il est en charge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il était parti à New York pendant quelques jours. Il était ce matin-là, avec le décalage horaire, au moment où il a fait son discours aux Nations Unies à New York, et d'ailleurs, discours pendant lequel il n'a pas dit un mot, volontairement sans doute, de la malheureuse proposition, si j'allais dire, américano-française, exactement, puisque c'était le moment où la frappe était en train d'avoir lieu. Alors Anne, est-ce qu'il a leurré ? Est-ce que les Israéliens ont doublement leurré les Occidentaux, le Hezbollah, tous ceux qui croyaient d'abord qu'il y aurait une opération terrestre, tous ceux qui croyaient qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu ? Stéphane Goldin, vous étiez à l'armée israélienne, un peu dans les opérations spéciales, vous n'avez jamais voulu nous dire dans quel secteur tout à fait. Vous finirez bien, on vous arrachera ça après des années de direct. Pour mes vieux jours. Un jour. Écoutez, de toute façon, est-ce que vous croyez cela ? C'est-à-dire que le gouvernement israélien a vraiment pensé une forme d'intox pour endormir, disons, la méfiance du Hezbollah ? Écoutez, ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est vrai que l'idée de vouloir, je dirais, éliminer Nasrallah n'est pas une idée neuve. C'est une idée qui a fait son chemin depuis pas mal d'années. Et je dirais qu'au moment où ça s'est passé, peut-être que c'était le seul moment où toutes les étoiles étaient alignées pour pouvoir appuyer sur le bouton vert. Alors c'est vrai que cette photo, c'est sûrement de la communication politique et le Premier ministre israélien là-dessus est un maître en cette matière-là. Mais toujours est-il que, vous savez, Beyrouth a été cartographiée par les services israéliens depuis très longtemps et il y a une véritable connaissance de tous les quartiers de Beyrouth, de chaque bâtiment et de qui y est et qui n'y est pas. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait une volonté de vouloir en terminer avec Nasrallah. Et il y a actuellement une volonté de vouloir aussi en terminer avec, je dirais, le Hezbollah. Tout ça est en lien, évidemment, avec sûrement les propositions françaises et américaines de vouloir arriver à un cessez-le-feu. Et c'est vrai que depuis 15 jours, on était quand même dans une montée en puissance de l'armée israélienne dans le nord, au nord, je dirais, d'Israël, sur le Liban, pour arriver à cette fin. Mais pardon, Stéphane Goldin, qu'on comprenne bien, poursuivons la conversation avec vous aussi, Sophia Amara, est-ce que c'est crédible que les gens du Hezbollah, ils s'attendent, ils savaient très bien qu'ils étaient très directement menacés, qu'ils aient pu être comme ça, un peu roulés dans la farine, simplement par ce type, disons, de manipulation ? Non, pas du tout. Pour avoir souvent interviewé des responsables, de hauts responsables du Hezbollah, qu'il s'agisse de la branche politique ou de la branche militaire, et de Naïm Qassem, le numéro 2 du Hezbollah, l'adjoint de Hassan Nasrallah, donc qui a été liquidé il y a 48 heures, il ne se soucie pas
de ce genre de détails où ils sont dans le doute. Ils ont la culture du doute. Ils appellent ça la culture de la méfiance, exactement. Et au contraire, ça aurait pu justement les pousser. Mais alors pourquoi, s'ils étaient si méfiants, pourquoi se sont-ils retrouvés à plusieurs et apparemment tout le haut commandement ensemble au même moment dans ce 6e sous-sol ou 3e sous-sol ou je ne sais quoi? 10e sous-sol. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nécessité. Évidemment, il y avait une nécessité de se retrouver, mais la fenêtre de tir justement était très courte. C'est la raison pour laquelle cette opération a réussi. Mais sans doute qu'il y a eu d'autres opportunités avant et que la fenêtre d'opportunité n'était pas jouable. Là, elle a été efficace. En fait, quand vous prenez la photographie globale de la situation, vous avez des interconnexions entre évidemment ce qui s'est passé à Gaza. Je crois que le 7 octobre vient aussi de l'énorme attention qui a été prêtée au cas du Hezbollah depuis 2006 par les Israéliens au détriment de celui du Hamas. Le Hezbollah a été un focus bien plus énorme pour les Israéliens. Et je pense que le Hezbollah paye un prix, et ça tous les gens dans la région me le disent et le soulignent, c'est son engagement en Syrie. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le Hezbollah est allé combattre en Syrie, plusieurs choses. D'abord, ils ont commencé à se montrer, à se révéler. Et ensuite, ils ont dû faire affaire avec des gens profondément corrompus, les services syriens et pire encore que cela, les services russes avec lesquels ils ont collaboré. Les Américains suivent depuis longtemps et les Syriens et plus particulièrement les Russes. Les Américains ont communiqué avec les Israéliens et à partir de là, ils ont commencé, vous savez, comme dans les films, les photos, les noms, les ficelles, les connexions, etc. Et comme l'a dit très bien M. Golding, le 27 septembre, vous avez toutes les étoiles qui s'alignent parce que derrière ça, vous avez l'affaire des beepers et des pagers. Donc les types ne peuvent plus communiquer et donc ils doivent se voir physiquement. L'importance des espions, l'importance des traîtres. Y a-t-il eu une taupe iranienne en l'occurrence? Alors c'est notamment nos confrères et consoeurs du Parisien qui citent une source sécuritaire libanaise sur l'existence d'une taupe. Alors la simple hypothèse est faite évidemment pour casser le moral en plus du Hezbollah qui se dit on est mité. Il y a alors je suis évidemment pas en mesure de vérifier ça, il y a le Hadath qui a sorti une information qui est absolument fascinante. Peut-être que M. Goldin peut nous dire est-ce que les Israéliens ont ce genre de technologie ou pas. En fait, il y a un informateur Je doute qu'ils le disent pour mais au service d'Israël qui a pu serrer la main de Nasrallah et quand il lui a serré la main, il a introduit en fait un nano capteur à l'intérieur de la peau de Nasrallah que Nasrallah ne savait pas transporter sur lui et qui fait qu'il a été il a été pucé comme pour une nano-puce et sachant que les Israéliens en nanotechnologie sont ultra performants et notamment à usage médical. Et donc, il aurait pu introduire dans la paume de la main de Nasrallah ce nanocapteur qui, à partir de là, aurait nourri des quantités, vous l'imaginez, considérables d'informations. Stéphane Goldin, le nanocapteur qu'on puce, qui permet de pucer quelqu'un en lui serrant la main, ça existe ? Je dirais tout est possible. C'est vrai que la question d'avoir un agent infiltré, ce n'est pas une nouvelle réalité. C'est que ça existe toujours dans le monde, je dirais, parallèle. Et on l'a vu dernièrement avec l'élimination de Haniyeh. On le voit dans les différents. C'est pas quelque chose qui est lié simplement à un services d'espionnage ou de renseignement tels que le Mossad. Je pense que tous les services de renseignement du monde utilisent plus ou moins les mêmes tactiques. Simplement, je voudrais revenir sur ce que disait Madame Amara sur la méfiance. Je pense que Nasrallah et, je dirais, l'ensemble de son staff se méfiaient depuis très longtemps puisque, de toute façon, il vivait caché dans un bunker depuis pratiquement 2006. Il n'y a que ces derniers temps où il commençait à sentir parce qu'il retrouvait un peu de l'assurance. Maintenant, c'est vrai que comme je l'ai dit, je pense qu'on est arrivé à un moment T où toutes les étoiles étaient alignées. Ce n'est pas la première fois sûrement que les étoiles étaient alignées, mais là, il a fallu appuyer sur le feu, sur le bouton vert, et donc tout de suite, les choses se sont mises en place, et se sont mises en place très rapidement pour arriver à ce résultat. Ce résultat qui est un véritable succès pour l'ensemble des démocraties mondiales et pour l'ensemble de la région. Parce que comme on viendra à ce débat, parce que vous savez que ça fait débat, y compris en Europe de l'Ouest et en France. C'est vrai que la question syrienne est très liée aussi à cette question-là. Alors, à quel point le Hezbollah est-il détruit? On va voir techniquement en termes de logistique, mais d'abord en termes simplement
d'esprit, de morale. On imagine là, ces combattants, beaucoup sont mutilés, ils ont perdu leur chef, 20 commandants, ils ont perdu leur chef suprême, et en plus on va se rendre au Liban, beaucoup de chiites libanais, dont beaucoup qui sont des pro-Hezbollah, parfois des familles au sens large, élargi, n'est-ce pas, du Hezbollah, sont en fuite, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de toit. Xavier Giacomoni, est-ce qu'on sent, en étant sur place, bonsoir, merci beaucoup d'être là avec nous en direct, d'abord cette déroute du Hezbollah? Oui, on sent cette déroute du Hezbollah parce que vous savez, ici au Liban, on dit qu'il y a jusqu'à 1 million de réfugiés sur un pays d'à peine 5 millions d'habitants. Il y a aussi 2 millions de Syriens, dont beaucoup aussi sont des réfugiés. Donc cette déroute, on la voit, on la sent dans les rues de Beyrouth, dans le sud, dans la plaine de la Beka. Nous nous sommes rendus dans tous ces endroits et partout, vous voyez ces gens qui essaient de s'organiser tout simplement sur des bouts de trottoir, sur la corniche ici à Beyrouth, sur la place des Martyrs, qui ont tout laissé derrière eux. Certains sont partis depuis longtemps d'ailleurs. Les premiers départs ont eu lieu il y a 1 an, au début de la guerre du Hezbollah contre Israël, à partir du 8 octobre. Et ces gens, en fait, ne cessent de se déplacer à l'intérieur du pays pour tenter de se mettre à l'abri. Alors certains avaient rejoint par exemple la banlieue sud de Beyrouth. Vous avez bien compris, avec les nombreuses frappes, 2 à 3 par jour. Il y a eu celle sur Hassan Nasrallah, mais plusieurs autres hauts commandants du Hezbollah ont été frappés dans cette banlieue sud. Bien sûr, les gens sont partis. Ils y avaient rejoint de la famille, ils avaient pu être accueillis. On voit ici, Darius, beaucoup de voitures avec des matelas sur le toit, jusqu'à 7-8 épaisseurs de matelas en mousse pour pouvoir se déplacer, installer un petit campement quelque part et puis partir. On attend en fait de voir les obsèques d'Hassan Nasrallah pour voir à quel point la ferveur chiite est toujours là, si les gens vont oser se déplacer à ces obsèques. On ne sait pas pour le moment dans quelles circonstances elles vont être organisées, mais ce sera un test extrêmement impressionnant et important.